Bonjour à tous, je suis Pierre du site pierre-giraud.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Le but de ce cours est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Alors dans cette première partie, je vais présenter les objectifs de ce cours, me présenter et vais vous apprendre les bases du HTML et du CSS, bases qui sont donc indispensables pour aller plus loin. Ce cours a été optimisé pour des personnes qui souhaiteraient soit travailler sur le référencement de leur site et l'optimiser, soit créer des sites innovants grâce au HTML5 et au CSS. Donc j'ai créé ce cours afin qu'il soit accessible à tous et fait en sorte que la difficulté soit graduelle. Je n'ai pas cherché à compliquer ces deux langages qui sont en soi assez simples à maîtriser dans le but de prétendre être une autorité ou quoi que ce soit. Au contraire, ce cours constitue une approche directe et concrète des langages HTML et CSS. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre, j'ai 24 ans et je suis diplômé d'un Master 2 entrepreneuriat d'une grande école de commerce. Alors j'ai pas beaucoup travaillé en entreprise, mais j'ai à chaque fois préféré des structures start-up où je pouvais vraiment m'exprimer. Donc j'ai entre autres travaillé chez PrestaShop. Donc j'ai déjà créé, depuis mes 18 ans, 5 e-commerce et donc de fait beaucoup étudié les problématiques des startups en général, du e-commerce et de PrestaShop en particulier, mais également les thématiques liées au référencement, aux réseaux sociaux et à la programmation informatique, entre autres. Par ailleurs, si ces problématiques vous intéressent, n'hésitez pas à consulter mon site web pierre-giraud.fr sur lequel vous pourrez trouver davantage de formations, donc sur ces thématiques. Alors je m'efforce de garder un rythme constant d'écriture, environ un tutoriel tous les 2-3 jours, et m'efforce d'avoir une approche unique dans les problématiques traitées afin qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée à mon site. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à me suivre sur mes pages sociales, notamment sur Facebook, Twitter et Google+. Chaque nouvel abonnement est un encouragement de plus pour nous qui faisons ces tutoriels et je vous remercie par avance pour cela. Donc voilà, c'est tout pour la petite page d'autopromotion et maintenant commençons le cours en soi avec cette première question qui me semble essentielle: pourquoi devoir apprendre les langages HTML et CSS? Alors tout d'abord, il faut savoir que les langages HTML et CSS sont incontournables, et ceci pour deux raisons. La première est qu'ils n'ont pas de concurrent, ce qui veut dire qu'il n'existe aucun langage capable de se substituer au HTML ou au CSS. La seconde est que ces deux langages sont à la base de tout projet de développement web. Que vous créiez une application pour mobile, un site e-commerce, un blog, ou n'importe quel type de site, vous serez obligé de passer par le HTML et le CSS. Alors cela étant, vous pouvez très bien penser que vous n'aurez jamais besoin de comprendre ou de savoir coder en HTML ou en CSS, étant donné que vous pouvez utiliser soit des solutions toutes faites, soit des éditeurs, donc WYSIWYG, What You See is What You Get, ou encore faire appel à des agents spécialisés. Alors cependant, vous devez savoir d'une part que les éditeurs WYSIWYG ne créeront jamais un code propre et totalement valide. Ensuite, connaître et comprendre les langages HTML et CSS, c'est avant tout pouvoir dialoguer avec les développeurs avec lesquels vous travaillez ou vous allez travailler. En effet, si vous parlez le même langage, c'est beaucoup plus simple de se comprendre et donc vous économiserez énormément de temps et d'argent. De plus, pour reprendre un petit peu l'idée précédente, connaître les langages HTML et CSS, c'est avoir une base pour comprendre son site, le modifier et résoudre quelques problèmes au besoin. C'est donc faire un premier pas vers l'indépendance. Or, cela me semble essentiel, sinon de maîtriser, au moins de connaître les différents aspects du business dans lequel on est. Donc lorsqu'on crée un site internet, il me semble essentiel de connaître des bases en code. Enfin, donc, apprendre le HTML et le CSS, c'est également un détour indispensable pour optimiser son référencement, en optimisant entre autres l'utilisation des balises pour le HTML ou en utilisant les sprites en CSS. Alors j'espère que je vous ai convaincu. Si oui, on peut passer à la suite et on peut découvrir ce que signifient les initiales HTML et CSS. Alors HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français langage de balisage. Ce langage a été créé en 1991 et n'a qu'une seule fonction qui est de donner du sens et de structurer le contenu.
CSS, quant à lui, signifie Cascading Style Sheet, à savoir feuille de style en cascade. C'est un langage qui a été inventé en 1996 et qui a pour rôle de mettre en forme le contenu en lui ajoutant des styles. Alors, il faut savoir que beaucoup de débutants, et même des personnes expérimentées, ont tendance à utiliser un langage pour faire le travail d'un autre. En l'occurrence, on voit souvent le HTML utilisé pour mettre en forme le contenu d'une page. Alors, je ne veux jamais voir cela chez vous, ou du moins si vous faites ça, ne dites pas que je vous ai appris à coder en HTML et en CSS. Retenez bien que le HTML n'est là que pour donner du sens et pour structurer le contenu, c'est-à-dire pour signifier au moteur de recherche comme Google que tel texte est un paragraphe, tel texte est un titre, qu'ici se trouve un lien, ou que tel texte est plus important qu'un autre. Quant au CSS, donc c'est lui et lui seul qui doit servir à mettre en forme le contenu, à savoir changer la couleur d'un texte, son opacité, sa taille, rajouter des bordures ou souligner par exemple. Donc j'espère que ceci est bien clair pour vous. Retenez bien les fonctions de chaque langage, c'est très très important. Alors, les versions HTML et CSS. Alors, au niveau des versions, les versions actuelles du HTML et du CSS sont HTML5 et CSS3. Alors, ce sont deux versions qui sont non finalisées, ce qui veut dire qu'elles sont encore en développement et en théorie toujours sujettes à changement et à bugs. Cependant, donc, ces dernières sont déjà totalement stables, on peut considérer qu'elles sont totalement stables et très largement utilisées. Et c'est sur celles-ci que nous allons travailler donc. De plus, donc, ces nouvelles versions introduisent des nouvelles fonctionnalités véritablement extraordinaires et très attendues par les développeurs, comme l'insertion simple de vidéos avec le HTML5 par exemple, ou la possibilité de créer des bordures arrondies avec le CSS3. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un petit mot quand même sur le XHTML, même si cela ne rentre pas totalement dans le cadre du cours. Alors le XHTML signifie Extensible HTML, donc c'est un langage qui a été créé en 2000 pour succéder au HTML, et il représente en fait une version plus codifiée et un petit peu plus difficile à utiliser du HTML, qui puise sa source dans le langage XML. Donc il faut savoir que le XHTML a été abandonné en 2009 au profit du développement du HTML5 et a été intégré plus ou moins dans cette nouvelle version d'HTML. Donc c'est à peu près tout. Alors il faut savoir que le XHTML peut toujours être utile pour faire certaines tâches bien précises. Je n'en dirai pas plus sur le XHTML car encore une fois cela ne rentre pas totalement dans le cadre de ce cours. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur d'autres sites. Vous n'aurez aucun mal à trouver davantage d'informations. Il y a énormément de sites qui parlent de ce langage. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce langage si cela vous intéresse. Et donc on en a fini avec la première petite partie donc, de théorie. Et on va maintenant passer à la pratique. Et pour pratiquer, il faut les bons outils. Alors pour coder en HTML et en CSS, c'est très simple. On ne va avoir besoin que d'un éditeur de texte. Alors des éditeurs de texte, il y en a des milliers, beaucoup de gratuits, certains payants, et beaucoup d'entre eux possèdent les mêmes fonctionnalités. Donc le choix peut paraître difficile a priori. Alors cependant, je vais vous donner quelques recommandations. La première de mes recommandations déjà est de choisir un éditeur de texte gratuit, car cela suffira très amplement pour ce que l'on va faire ensemble, et même pour la suite. Ensuite, donc personnellement, moi j'utilise Komodo, car je le trouve très intuitif, bien fait, et que les fonctionnalités proposées me conviennent bien. Donc Komodo a en plus l'avantage d'être disponible pour Mac, pour Windows et pour Linux, et existe en deux versions, donc une gratuite, une payante. Alors si vous choisissez Komodo, je vous conseille de prendre la version gratuite qui est très largement suffisante. Sinon, à part Komodo, donc je peux vous recommander si vous avez Windows, Notepad++, qui est un autre excellent éditeur de texte, qui est certainement l'éditeur de texte le plus connu d'ailleurs. Si vous avez un Mac, Text Wrangler est très bien fait aussi, je trouve. Et enfin, si vous êtes sous Linux, Gedit peut être un très bon choix. Donc je vous recommande toutefois d'en essayer plusieurs, ça ne coûte rien, et de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, car encore une fois, les fonctionnalités des différents éditeurs sont très proches les unes des autres. Donc une dernière recommandation à propos de l'éditeur de texte, une fois que vous l'avez téléchargé et installé et choisi, commencez par changer la couleur de fond. En théorie, lorsque vous ouvrez une nouvelle page dans votre éditeur de texte, elle devrait être blanche. Les éditeurs de texte utilisent le blanc par défaut. Or, vous allez très vite vous rendre compte que le blanc fatigue très vite les yeux et le cerveau lorsque l'on code. Donc je vous conseille de changer le fond de votre éditeur de texte en gris ou en noir, comme vous voulez.
Alors pour faire cela, si vous avez un Mac comme moi, il suffit de cliquer sur le nom de l'éditeur dans l'onglet en haut à gauche de votre écran, puis aller dans l'onglet Préférences, puis vous devriez avoir normalement un onglet relatif aux couleurs. Si vous êtes sous Windows et Linux, je ne peux pas vous aider, donc je vais vous laisser chercher, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Donc dès que vous avez téléchargé, choisi, installé votre éditeur de texte et que vous avez fait les modifications nécessaires, on va enfin pouvoir passer à la suite et commencer à étudier véritablement les fondations en HTML. Alors il y a 3 termes en HTML dont vous devez absolument comprendre le sens. Ce sont les termes éléments, balises et attributs. Les éléments, tout d'abord, vont servir à définir des objets dans notre page web. L'élément P, par exemple, va servir à définir un paragraphe, tandis que les éléments H1, H2 jusqu'à H6 vont servir à définir des titres d'importance diverses. L'élément A, lui, va servir à définir un lien. Donc les éléments sont eux-mêmes constitués de balises. Dans la plupart des cas, les éléments sont constitués d'une paire de balises avec une balise ouvrante, comme vous pouvez le voir ici avec l'exemple pour l'élément P, et une balise fermante, qui est donc identique à la balise ouvrante, avec seulement un slash précédant le nom de l'élément. Donc, toutefois, certains éléments ne sont constitués que d'une balise, qu'on appelle alors balise orpheline. C'est par exemple le cas de l'élément BR, comme vous pouvez le voir ici. Donc BR signifie break et sert à notifier un retour à la ligne. Alors notez que dans le cas d'une balise orpheline, le slash est placé après le nom de l'élément. Donc certains développeurs omettent le slash pour les balises orphelines car il n'est pas véritablement obligatoire. Cependant, sachez que cela est considéré comme une mauvaise pratique et je vous déconseille donc de faire cela pour garder le code le plus propre et irréprochable possible. Les attributs, enfin, donc, correspondent à des propriétés utilisées pour donner des indications supplémentaires aux éléments, comme par exemple pour indiquer la cible d'un lien, c'est-à-dire le site vers lequel le lien doit mener. Les attributs se placent toujours dans la balise ouvrante des éléments. Alors tout cela doit vous paraître assez théorique pour le moment, ne vous inquiétez pas, avec un peu de pratique ce sera tout de suite beaucoup plus clair. Commençons déjà par regarder l'exemple ci-dessous qui devrait déjà beaucoup clarifier les choses, je pense. Donc ici, on voit bien que l'élément A est constitué d'une balise ouvrante, d'une encre textuelle, donc qui est le texte qui sera cliquable, et d'une balise fermante. Donc la balise ouvrante possède elle-même un attribut, l'attribut href en l'occurrence, qui permet d'indiquer le site vers lequel le lien doit mener. Alors retenez bien cette syntaxe, ce sera toujours la même, donc attribut égale guillemets valeur, et donc guillemets fermant. Donc voilà donc pour les notions d'éléments, de balises et d'attributs. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas totalement clair pour vous, ça viendra très vite avec la pratique. Pour le moment, contentez-vous juste de bien retenir le rôle et la place de chaque chose, donc des éléments, des balises et des attributs. Alors, la structure d'une page en HTML5, la structure minimale d'une page en HTML5. Donc toute page écrite en HTML5 va commencer par la déclaration de ce qu'on appelle un doctype. Le doctype, comme son nom l'indique, va indiquer le type de document. Ici, en l'occurrence, le type de document est HTML. On écrira donc doctype HTML. Alors retenez bien qu'il faut mettre un point d'exclamation au début de cet élément qui est un peu particulier. Donc les éléments indispensables à la construction d'une page web sont ensuite l'élément HTML qui va contenir toute notre page web, l'élément head dans lequel on va écrire des informations à propos de la page, comme le titre, les balises méta, etc. et l'élément body dans lequel on va placer tout le contenu HTML de notre page. Alors à savoir que les éléments head et body vont être à l'intérieur de l'élément HTML. L'élément head va ensuite lui-même contenir donc l'élément title et les méta, et en l'occurrence le méta charset, qui est le type d'encodage utilisé pour la page. Alors voyons tout de suite ce que cela donne en pratique. Alors je ne vais pas utiliser mon éditeur, à savoir Komodo, mais à la place je vais utiliser un site qui s'appelle JSBean et qui possède l'avantage d'une part d'avoir une partie éditeur de texte justement, et d'autre part d'afficher le résultat en direct comme sur un moteur de recherche. C'est donc beaucoup plus facile pour moi de vous montrer en direct le résultat donc, de mes actions. Alors, vous concernant, donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser votre éditeur de texte
afin de vous familiariser avec lui. Si vous choisissez cette option, donc il vous faudra juste créer un document, puis l'enregistrer au format HTML, donc avec une extension .html. Ensuite, pour visualiser votre document dans votre navigateur, vous n'aurez qu'à double-cliquer dessus et celui-ci s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur par défaut. Pensez bien donc à enregistrer dans votre éditeur les changements que vous faites dans vos pages HTML à chaque fois et à rafraîchir la page dans votre navigateur, sinon vous ne pourrez pas voir évidemment les changements effectués. Et ne rigolez pas, car ça nous est tous arrivé, et moi le premier, donc passer des minutes et des minutes à se demander ce qui ne fonctionne pas, alors qu'en fait nous avions juste oublié d'enregistrer la page ou d'actualiser cette page dans notre navigateur. Donc allons-y avec l'écriture de la structure minimale de notre page en HTML, et on va donc commencer par écrire le doctype. Ensuite, donc, on écrit l'élément HTML. Alors on pense bien à refermer les balises ouvertes à chaque fois. Donc je vous conseille de refermer les balises immédiatement après les avoir ouvertes. Ça évite beaucoup d'erreurs. Alors si vous avez un bon éditeur de texte, normalement celui-ci devrait refermer les balises automatiquement. Je sais que c'est le cas de Komodo entre autres. Alors ensuite, donc, dans l'élément HTML, on place nos deux éléments head et body, l'un en dessous de l'autre. Puis dans l'élément head, on place donc l'élément title avec le titre de notre page. Donc ici par exemple, on peut écrire ma première page en HTML pour faire dans l'originalité. Et ensuite, donc en dessous, on écrit le meta charset, donc meta charset, et on va lui donner une valeur donc en UTF-8. Alors UTF-8 qui est l'encodage utilisé en gros pour toutes les langues latines. Voilà, donc vous venez de créer votre première page en HTML. Donc on peut commencer déjà par ajouter un petit paragraphe dans notre body pour donner un peu de contenu à cette page. Donc pour cela, on ouvre une balise P qu'on referme immédiatement. Et à l'intérieur, on écrit par exemple « Ceci est mon premier paragraphe ». Voilà donc pour cette première page en HTML. Alors, comme il n'est jamais trop tôt pour apprendre les bonnes manières, on va tout de suite voir quelques règles et quelques bonnes pratiques. Alors tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, le HTML permet tout à fait d'imbriquer les éléments les uns dans les autres. Ici, par exemple, nous avons un élément title à l'intérieur de l'élément head, qui est lui-même à l'intérieur de l'élément HTML. Alors la seule chose à laquelle vous devez faire attention est de bien refermer les balises dans le bon ordre. Alors le bon ordre, lequel est-il? C'est A, B, BA. Donc en gros, l'élément HTML en premier ici, ensuite l'élément head, et donc on referme l'élément head avant de refermer l'élément HTML. Jamais donc AB, AB. Alors normalement, si vous refermez bien chaque balise juste après en avoir ouverte une, vous ne devriez jamais avoir de problème. Seconde bonne pratique, donc l'indentation. Alors indenter son code, c'est tout simplement ajouter des espaces au début de ligne afin de le rendre plus lisible. Et donc il n'y a pas vraiment de règles concernant l'indentation, toutefois, en général, on ajoute un espace à chaque fois que l'on ouvre une balise à l'intérieur d'un élément. Donc on voit que c'est ce que j'ai fait ici avec la balise ouvrante title par exemple. Je l'ai également fait pour la balise ouvrante head et pour la balise ouvrante body. Donc, en revanche, vous voyez que je n'ai pas ajouté d'espace supplémentaire pour la balise ouvrante meta par rapport à la balise title, car celle-ci n'est pas contenue donc, dans l'élément title. Alors, indenter permet véritablement d'être plus clair et de rendre votre code à la fois plus lisible et plus professionnel pour vous-même et dans le cas où vous seriez amené à le distribuer. Alors, dernière bonne pratique dont je voulais vous parler pour le moment, le fait de commenter son code. Alors, commenter son code, c'est tout simplement ajouter des commentaires. Les commentaires ne seront pas visibles lors de l'affichage de votre page web dans le navigateur, mais uniquement lorsque quelqu'un regardera le code de votre page. Commenter, ça sert avant tout à comprendre votre code et à s'y retrouver plus facilement. Donc par exemple, dans le cas où vous le distribuez, ou dans le cas où vous reveniez donc retoucher à votre code après une longue période d'attente, et dans le cas où vous auriez oublié donc ce que vous aviez fait. Et alors là, je mets un point d'honneur là-dessus. Commenter, ce n'est pas un luxe, mais c'est vraiment une pratique indispensable. Et c'est ce qui va différencier un développeur moyen d'un bon développeur, véritablement.
Donc commenter, ça sert autant pour vous, donc dans le cas où vous reviendriez toucher un code que vous aviez laissé de côté, que pour les personnes donc, qui seraient susceptibles de lire votre code, afin qu'elles comprennent plus rapidement et plus facilement ce que vous avez voulu faire. Alors pour commenter en HTML, c'est très simple, il suffit d'écrire chevron ouvrant, point d'exclamation, 2 tirets, ensuite votre commentaire ici, par exemple ceci est mon commentaire, et on referme avec 2 tirets à nouveau et un chevron fermant. Alors une mise en garde cependant, retenez bien qu'à partir du moment où votre page est sur le web, tout le monde peut lire votre code source, et donc votre code HTML. Ne mettez donc jamais d'informations sensibles, comme des mots de passe par exemple, dans votre code HTML. Si vous ne me croyez pas, on peut faire la démonstration donc immédiatement avec un petit site inconnu qui se nomme Wikipédia. Alors, il me suffit donc d'aller sur le site Wikipédia, la page d'accueil. Donc je clique, admettons, sur français pour arriver donc sur la page d'accueil en français. À partir de là, donc je fais un clic droit. Je clique sur afficher le code source de la page. Et vous voyez que j'ai accès donc à tout le code HTML de la page en question. Donc vous voyez bien toutes les balises et tout le code HTML. Alors retenez bien que tout le monde donc peut lire votre code HTML sur votre site. Donc faites donc juste attention aux informations que vous laissez donc en commentaire notamment et dans votre code HTML. Évitez les informations sensibles comme je vous l'ai dit. Et donc reprenons donc notre page HTML là où on l'avait laissée et il est maintenant temps d'apprendre de nouveaux éléments donc pour étoffer notre connaissance du HTML. Alors on va donc commencer avec les éléments les plus utilisés et les plus simples à utiliser, les éléments P, les éléments de type H, donc H1, H2 jusqu'à H6, et l'élément BR, que nous avons déjà tous aperçu. Donc l'élément P, nous l'avons déjà dit, sert à définir des paragraphes. Alors vous pouvez créer autant de paragraphes que vous le voulez dans votre page HTML, et à chaque nouveau paragraphe, un retour à la ligne est automatiquement effectué. Alors nous verrons plus tard pourquoi. Pour le moment, retenez juste que vous pouvez créer autant de paragraphes que vous voulez, qu'il y a un retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe. Donc l'élément BR, lui, sert à faire un retour à la ligne. On l'utilise donc en général à l'intérieur d'un élément P. Enfin, donc les éléments H1, H2, H3, H4, H5 et H6 servent tous à définir des titres du plus important pour H1 au moins important pour H6. Pour le moment, donc, retenez que vous n'avez le droit de n'utiliser qu'un seul titre H1 par page HTML. Nous verrons par la suite que ce n'est pas totalement vrai, mais pour le moment, retenez cela afin que ce soit le plus clair pour vous, pour simplifier les choses pour le moment. En revanche, donc, vous pouvez utiliser autant de titres H2, H3, H4, H5 et H6 que vous le souhaitez dans votre page HTML, du moment que cela reste cohérent, évidemment. N'oubliez pas que les éléments en HTML servent à donner une valeur sémantique au contenu. Et en pratique, d'ailleurs, on n'utilisera que très rarement les titres de niveau 4, 5 et 6. Alors, donc commençons par écrire déjà quelques titres et quelques paragraphes afin de voir le résultat dans le navigateur. Alors par exemple H1, donc ceci est mon premier titre. Et donc mettons juste un retour à la ligne dans notre paragraphe, hop, par exemple au milieu ici. Voilà, très bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, les titres apparaissent en gras et ont des tailles différentes de celles des paragraphes dans votre navigateur. Donc là, si on veut écrire un titre H2 et H3, donc juste pour l'exemple, donc H2, ceci est notre titre, et H3, ceci est un titre de niveau 3. Voilà. Donc vous voyez que les titres ont chacun une taille différente et ont des tailles différentes de notre paragraphe. Alors c'est là où j'en reviens à mon premier point. Vous ne devez jamais utiliser des éléments HTML pour mettre en forme le contenu. Et d'ailleurs, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi beaucoup de débutants font l'erreur, car c'est vrai que c'est tentant. Alors donc j'entends par là que vous ne devez jamais utiliser d'éléments H1 si vous voulez mettre le texte en grand et en gras. La taille et le poids du texte donc ne sont que le résultat d'interprétation et de la mise en forme automatique en fait que fait votre navigateur de vos balises. Pour mettre un texte en grand ou en gras, on utilisera les propriétés du langage CSS. Donc rappelez-vous, le CSS
seulement pour changer la mise en forme du contenu. On pourra également utiliser donc le CSS pour retirer cette même mise en gras et pour redonner une taille normale à nos titres si on le souhaite. Ça, c'est pas un problème. Alors, continuons dans la découverte de nos éléments HTML avec maintenant 3 nouveaux éléments, les éléments strong, EM et mark. Alors l'élément strong tout d'abord va être utilisé pour indiquer au moteur de recherche qu'un contenu est particulièrement important.